Vos solutions à vous, alors, vous proposez, je crois, une conférence internationaliste avec un plan B contre l'austérité européenne. Ça sera au mois de novembre prochain avec Oscar Lafontaine et Yanis Varoufakis. Vous proposez quoi, vous? Alors, le problème s'est présenté comme ça. Si vous voulez, pour nous tous, la Grèce a été un coup de tonnerre. Parce que même ceux qui le pronostiquaient ne s'attendaient pas à une telle violence. Vous verrez bientôt d'ailleurs ses conséquences en Grèce. Donc ce qui nous a semblé, c'était que psychologiquement, politiquement, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. On avait l'impression que c'était ou bien on fait, comme dit Mme Merkel et M. Hollande, qui l'acclament de toute façon, ou bien c'est le chaos. Non, il y a d'autres solutions. Il y a toutes sortes d'économistes qui se sont penchés sur le dossier, il y a des points de vue différents. Donc déjà, il faut faire exister l'idée que des plans B sont possibles. Je vous parle franchement, c'est pas un plan B. Il n'y a pas d'unanimité sur ce qu'il faudrait faire. Par exemple, Oscar Lafontaine dit qu'il faudrait créer une monnaie commune, ça peut être l'euro, mais chaque pays retournerait à sa monnaie nationale, de manière à ce qu'on puisse ajuster la monnaie sur la compétitivité des pays. Quelqu'un comme Yanis Varoufakis dit qu'il faut changer la règle du jeu de l'euro lui-même. Des gens comme moi disent l'euro n'est pas en soi le problème. Ce qui est le problème, c'est le statut de la Banque centrale et le rôle de l'euro et des institutions communautaires. Par exemple, vous pouvez sortir de l'euro, mais si l'Union européenne continue à avoir le même traité budgétaire, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc vous voyez, l'essentiel, c'est de montrer que il y a des réponses, plusieurs réponses possibles, qu'elles sont techniquement pensées, et que donc, naturellement, nous devons faire l'effort de les mettre sur la table, techniquement pensées. Ce que nous allons faire, c'est qu'il va y avoir des élus, il y en a déjà pas mal qui arrivent, des économistes, des intellectuels, et nous allons créer une espèce de conférence ouverte et permanente sur le plan B. Ça sera en quelque sorte l'alternative à l'Europe actuelle. Parce que vous voyez, le pire, ce serait qu'on soit enfermé dans cette logique de fou, ou bien on continue comme on est en train de faire, et ça ne marche pas, parce que c'est l'explosion du chômage, ou bien alors chacun rentre chez soi, et c'est le nationalisme étroit et borné. Il faut à tout prix trouver un autre chemin. C'est notre responsabilité à ce moment de l'histoire, parce que ça tourne mal, et qu'on sait bien que en Europe, quand la politique est impuissante, en général, ça tourne très mal ensuite entre les nations européennes. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là, mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au Front National, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique, c'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant, voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale. Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français, si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres
États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi ? Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je sais pas, je crois qu'il y a quatre fenêtres, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, c'est pas 4 ou 5 fenêtres, là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui donnent Europe Mélenchon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien faites un calcul statistique, c'est ce que j'ai fait, j'ai présenté ça dans l'école, les étudiants de Polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon, ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000000 une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, c'est qu'elle puisse arriver, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années, tous les 37 milliards d'années. Autrement dit, jamais. Avant chacun de ces sommets européens, François Hollande retrouve à Bruxelles ses amis de la famille socialiste pour un déjeuner convivial. Les troupes sont maigres. Sur les 27 États membres, 8 seulement sont dirigés par des sociodémocrates. Mais François Hollande garde son humour. Ah, enfin une photo de famille. C'est la petite famille pour l'instant. Ça n'est pas. Les cousins ne sont pas venus encore. Photo opportunity, c'est une photo de famille. It's bigger now. Yeah. Tous ces responsables de gauche pensent que dans l'Europe nouvelle, le social doit peser autant, sinon plus, que l'économique. Mais l'époque ne va pas dans leur sens. La plupart de ces dirigeants sociaux-démocrates européens voient la crise ruiner tous leurs espoirs. Objectivement, c'est bien, c'était bien. Tu as combien de croissance? Oh, on n'a pas grand-chose, on a 0. Nos enfants nous ramèneraient 0. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes où on a allé au clash 50 000 fois et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des Luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, c'est la raison, et ce calcul statistique, je crois, est parlant.
effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Il n'y a plus de politique nationale, seulement des politiques européennes. Pour preuve, ce sont souvent les parlementaires français qui font le voyage à Bruxelles pour tenter d'infléchir les décisions des commissaires. Exemple avec Bruno Le Roux, patron des socialistes à l'Assemblée, et qui profite d'une réunion du think tank du Parti socialiste européen pour interpeller Joachim Almunia, le commissaire chargé de la concurrence. Nous ne sommes pas pour un repli sur l'Europe. Le député veut que l'État français puisse aider les entreprises en octroyant des aides publiques. Il nous semble nécessaire de réagir et de pouvoir provoquer un débat public sur ces règles commerciales et ces règles en matière de politique industrielle qui nous semblent être au cœur de l'action de l'Europe dans les prochaines années. Il y a une question de volontarisme politique dans la façon dont nous devons demain rééquilibrer nos échanges. C'est un élément qui nous semble important dans ce que nous appelons la réorientation de la politique commerciale commune et la constitution d'une politique industrielle européenne qui soit digne de ce nom. Mais on ne peut pas extrapoler les problèmes de chacun des pays à d'autres. C'est comme si moi, en étant espagnol, je dirais bon, toute l'Europe a un problème avec le secteur immobilier. C'est pas vrai. Le problème immobilier, c'est l'espagnol. Le problème de la manque de compétitivité de certaines industries dans le marché extérieur, c'est un problème français. En particulier, pas seulement, mais en particulier français. Quand on compare la France avec, bien sûr, l'Allemagne, mais avec des pays comme l'Espagne, par exemple, qui a une industrie beaucoup plus faible, mais qui tient beaucoup mieux dans le marché extérieur. Et dont les exportations augmentent dans ces moments de difficulté. Pourquoi extrapoler les problèmes français à toute l'Europe si ce n'est pas le cas? Bruno Le Roux repart bredouille. Au cœur de l'Europe, la politique passe après l'économie. Les lois de Bruxelles sont implacables. Moi, je commence par dire la France est la deuxième puissance du continent économique et la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, c'est pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux, c'est comme un contrat. Si d'aventure on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités. Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à la Finlande, et qui leur disent bon, est-ce que vous avez appliqué? Montrez-nous. Et si effectivement les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire, avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles et elle ne le faisait pas. Parce que les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Vous voyez ? Donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait désobéir aux directives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que là, au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par avoir la moutarde lui montant au nez, comme elle en a l'obligation par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui a examiné l'affaire, et la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 € par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours, la France était taxée de 163 000 €. Alors, je vois d'ici des gens qui vont dire « Et alors, et si on n'obéit pas à ça ?» Ah oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité
Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États d'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte l'accord au cou de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne, parce que le traité prévoit une clause de sortie, c'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres? S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens maintenant ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà. On a appris le 26 septembre, M. Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, M. Olli Rehn. On doit envoyer notre copie budgétaire à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget. Est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous? Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie, mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir, et le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un Gus, M. Olli Rehn, qui est finlandais de nationalité, qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Alors, en vertu de ça, vous avez, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de brader les services publics, etc. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques au niveau européen ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance. Et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés et s'ils ne le sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait
4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc. » sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont les grandes manettes stratégiques, hein, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur, je sais pas, l'investissement dans les monuments historiques. Ça, mais ça, ce sont des choses. C'est des choses de second ordre, ce sont des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc., tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement. Dans sa croisade pour défendre le Made in France, le ministre va devoir affronter Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce. La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. Les décisions prises par Karel de Gucht ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. Pour beaucoup, ce flamand est l'incarnation du mal libéral qui sévit à Bruxelles et détruit des emplois. Le Made in France, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, le Made in France? Non, parce que un produit qui est exclusivement fait dans un pays, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, ça n'existe plus. Une partie importante de la gamme de la société qui a donc
procurer la marinière de M. Montebourg est faite en Tunisie, non? Moi, je trouve que la marinière ne lui allait pas trop bien. Enfin, donc, c'est plutôt un monsieur pour porter une cravate, je trouve. Et puis, ça ne m'inspire pas à grand-chose. Au chapitre économie, l'Europe protège-t-elle suffisamment justement son économie? Le débat est à nouveau lancé depuis la volonté de la Commission européenne de ne pas reconduire une taxe sur les briquets chinois. Pour le groupe français BIC, c'est à nouveau... Karel de Gucht vient par exemple de supprimer une mesure de protection, dite anti-dumping, dont bénéficiaient les briquets BIC, fabriqués en France. Les briquets importés de Chine étaient taxés 6,5 centimes d'euros la pièce à leur entrée en Europe, ce qui doublait le prix du produit chinois et rendait le briquet français concurrentiel. Cette protection, contraire aux principes libéraux du commissaire, vient donc de disparaître. Explication. C'est une mesure qui est en force depuis 20 ans. C'est une société qui est largement bénéficiaire. C'est une société qui n'a pas besoin de cette protection. On peut difficilement dire qu'on prend de telles mesures pour une période indéterminée. Et 20 ans, c'est quand même, avoué, c'est quand même très longtemps. La conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et on en sort. Le verdict du président du Parlement européen semble sans appel. Les conseils sont une chambre des secrets qui échappent au contrôle des citoyens. Un lieu de pouvoir opaque.